Bien, donc j'ai le plaisir de... C'est moi qui suis chargé de la présentation de Catherine Tessier. Donc Catherine Tessier qui est maître de recherche en informatique. Et donc vous êtes membre de la CERNA. Alors la CERNA, pour ceux et ceux qui ne connaissent pas, c'est la commission de réflexion sur l'éthique de la recherche en sciences et technologies du numérique d'Alisten, de l'Alliance Alisten, l'Alliance des sciences et des technologies. Et donc, du numérique, pardon, les sciences et des technologies numériques. Et à ce titre, en tant que membre de la CERNA, vous avez participé à 2 rapports, dont un rapport qui a rendu de grands services aux formateurs, puisqu'il a fait un bilan assez complet sur les formations doctorales à l'éthique de la recherche. Ça s'appelle « Proposition de formation doctorale pour une initiation à l'éthique de la recherche scientifique ». Je crois qu'il y a eu une mise à jour récente, il me semble, j'ai vu ça en octobre. Voilà, et c'est un rapport qui était déjà paru quelques mois auparavant. Et c'est un peu à ce titre-là. Et puis alors aussi, un second titre, c'est que depuis le mois d'octobre, vous êtes devenue référente à l'intégrité scientifique et à l'éthique de la recherche, donc à l'ONERA. L'ONERA, c'est l'Office national d'études et de recherche aérospatiale. Et c'est très intéressant parce que vous êtes une des rares référentes, je crois, dans le réseau que vous allez rejoindre, qui a les 2 thématiques accolées, donc intégrité scientifique et éthique de la recherche. Et donc vous allez nous éclairer un peu sur ces 2 thématiques, leur articulation, leurs différences, leurs ressemblances, etc. Bonjour à tous, merci aux organisateurs de m'avoir sollicité. Donc effectivement, je suis chercheur à l'ONERA. Et donc c'est moi qui ai voulu, lors de la mission de préfiguration du référent intégrité scientifique, qui est insisté pour avoir aussi les aspects éthiques de la recherche. Voilà. Donc je vais essayer de vous présenter ces 2 aspects et vous montrer qu'ils sont très imbriqués l'un avec l'autre. Alors, le plan que je vais suivre est le suivant. Je vais d'abord donner quelques définitions des différents thèmes, éthique, intégrité, déontologie, législation, etc. Et puis, dans un deuxième point, montrer que finalement, ça n'est pas si clair que ça. Ensuite, je vais me baser sur l'affirmation du rapport Corvol qui dit « l'intégrité scientifique ne se discute pas ». Et je vais voir que si, parfois, on peut discuter et que certaines réflexions éthiques peuvent être faites sur des points d'intégrité scientifique. Ensuite, je ferai un point sur l'intégrité scientifique et l'éthique de la publication, et puis un petit épilogue. Alors, d'abord, quelques définitions. Je vais peut-être enfoncer des portes ouvertes, mais c'est bien de refixer les choses. Donc, la législation, c'est l'ensemble des lois, arrêtés, décrets, etc., etc. En tout cas, c'est ce qui oblige. L'origine, le plus souvent, c'est une autorité souveraine, un État, l'Europe, par exemple. Et puis, si on viole une loi, en principe, on est condamné. Donc, j'ai mis là quelques exemples d'éléments qui appartiennent à la législation. Le RGPD, que nous connaissons bien depuis le 25 mai. La loi qui régit la contrefaçon, on en a parlé tout à l'heure. Et puis, un certain nombre de choses sur l'utilisation des animaux, on en a parlé aussi tout à l'heure. Alors, après, intégrité scientifique par rapport à éthique de la recherche. Donc, voilà ce que dit le rapport Corvol. Bon, on ne va pas le relire en entier, mais il y a un certain nombre de points que je vous souligne en bleu. Donc, le rapport Corvol affirme qu'il faut distinguer les 2. Très bien. Donc, l'intégrité scientifique, c'est la conduite intègre et honnête du chercheur. Voilà. Ce n'est pas une question de morale, mais elle s'implique sur des principes moraux, ne pas voler, ne pas mentir. Voilà. Et alors, autant les questions d'éthique font débat, et la fameuse phrase, autant l'intégrité scientifique ne se discute pas. Bien. Alors, pour résumer cet extrait du rapport Corvol, l'intégrité scientifique fait partie de la déontologie des métiers de la recherche. Elle concerne la façon de conduire ces recherches et de les rendre publiques de quelque manière que ce soit. Donc, il s'agit là de parler de conduite intègre et honnête du chercheur, donc des bonnes pratiques. Et à contrario, elle peut faire l'objet de ce qu'on appelle des manquements, donc qui sont les pratiques douteuses et les fraudes. Et tout ça, on retrouve ça bien sûr dans la Charte nationale de déontologie des métiers de la recherche et dans l'équivalent mieux rédigé d'ailleurs, je trouve. Bref, c'est une remarque au niveau européen.
l'éthique de la recherche. Alors l'éthique de manière générale et puis de la recherche en particulier. Donc, quand on parle d'éthique, il s'agit d'une réflexion. C'est une démarche de réflexion, personnelle ou collective. Donc relative aux conduites humaines et aux valeurs morales qui les fondent. Donc il s'agit, quand on parle d'éthique, de se poser des questions chemin faisant. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait une réflexion éthique à un moment donné et puis hop, c'est terminé, on ne s'en occupe plus. Non, c'est au fur et à mesure, en l'occurrence de sa recherche, qu'on va mener sa réflexion éthique. Donc il s'agit donc de réfléchir et s'il faut décider, ce sera au cas par cas. L'éthique étant contexte. Voilà. Donc ce qui convient, ce qui est considéré comme une action, une décision la plus juste dans un certain contexte sera peut-être différente dans un autre contexte. Donc c'est une démarche, une réflexion en vue d'agir, alors pas le mieux possible, mais au mieux, et surtout d'argumenter la décision, si décision il y a. Et cette décision, cette action, ce n'est pas la meilleure, mais c'est la plus juste, parce qu'en général, il y a des contraintes contradictoires, et on va se positionner pour prendre ces décisions sur une échelle de valeurs. Donc l'éthique, c'est ce qui recommande. Ce n'est pas du tout le fruit de règles, donc parler de règles éthiques n'a pas grand sens. Et c'est justement la tension entre les valeurs, qui sont le plus souvent contradictoires, qui va fonder donc cette réflexion, cette discussion éthique. Bien, alors ça pourrait être très bien, mais seulement c'est pas si clair que ça. C'est pas si clair que ça parce que tout est lié et on peut le regarder dans différents documents. J'ai pris quelques exemples pour le montrer. Par exemple, il y a des liens entre la législation, qui, je le rappelle, voilà, l'ensemble des lois, des codes, etc., et la déontologie, qui en général relève d'une profession, donc de l'intégrité scientifique ici. Par exemple, dans la circulaire Mandon, il est dit que les opérateurs de recherche veilleront à faire adopter dans les meilleurs délais, etc., les principes de la charte de déontologie des métiers de la recherche. Donc c'est quelque chose, une circulaire qui relève de la législation et qui conseille de faire adopter quelque chose qui relève de la déontologie. Voilà un premier lien. Dans la charte nationale de déontologie des métiers de la recherche, le premier chapitre, c'est quoi? C'est le fait que le chercheur doit respecter les dispositifs législatifs et réglementaires. Donc là, c'est quelque chose qui relève de la déontologie. Et la première chose à faire, c'est de respecter la législation. D'accord ? Cela dit, on l'a dit ce matin, la fraude scientifique en France, du moins, ne relève pas en général du droit. Alors, il y a aussi des liens entre l'éthique et la législation. Alors là, on a une actualité justement en ce moment qui est la révision de la loi de bioéthique. Et donc le CCNE, le Comité consultatif national d'éthique, vient de sortir donc l'avis 129, donc au sujet d'un certain nombre de choses qui vont peut-être, certainement, figurer dans la révision de la loi. D'accord ? Donc c'est un avis éthique dont un certain nombre d'éléments vont certainement figurer dans la législation. Ce qui ne veut pas dire qu'une loi est forcément éthique. Ça, c'est un autre débat. Bon, alors là, on a vu des liens. Alors, par ailleurs, il y a aussi quelques confusions. Par exemple, au niveau de l'ANR, donc je reprends les termes, l'ANR promeut une culture de recherche intègre et se doit de garantir à toutes les étapes de ses processus le respect des bonnes pratiques en matière d'éthique. Ah, bon, alors qu'est-ce que ça veut dire? On ne sait pas trop. Au niveau de l'Europe, si on regarde tout ce qui concerne l'ethics table, l'ethics self-assessment dans les programmes H2020, si on regarde ça de près, en fait, il y a un mélange. Alors, ethics en anglais, ça a un autre sens que éthique en français. Mais en fait, il y a un mélange de législation, d'intégrité scientifique et d'éthique. D'accord ? Donc, tout ça, c'est mélangé. Bien, alors ça, c'était pour regarder un petit peu l'état des choses et comment les mots sont utilisés.
Alors maintenant, passons à l'intégrité scientifique ne se discute pas. Alors, si en réfléchissons un petit peu, est-ce que vraiment ça ne se discute pas? Alors, pour faire pas mal de formations à l'intégrité scientifique et à l'éthique de la recherche, on se rend compte que si, on discute beaucoup autour de l'intégrité scientifique. Et parfois, on a des discussions éthiques au sujet de l'intégrité scientifique. Alors, je vais donner ici quelques exemples. Alors, prenons l'exemple de l'autoplagiat. Alors là, je me base sur un document fort intéressant qui est le document du COMET, donc qui a été sorti très récemment, qui s'appelle Réflexion éthique sur le plagiat. Réflexion éthique sur le plagiat dans la recherche scientifique. Donc, ce rapport, qui fait quelques pages, dit... Au sujet de l'autoplagiat, la notion d'autoplagiat peut s'apprécier différemment selon les circonstances et bien souvent ne pas constituer une pratique répréhensible. Bon, on l'a déjà un petit peu évoqué ce matin. Alors bien sûr, je vais vous demander s'il vous plaît de ne pas photographier mes planches, voilà, sans mon autorisation, parce que ça constitue, voilà. Donc l'autoplagiat, alors effectivement, donc les points négatifs, c'est que ça instaure une relation faussée entre l'auteur et le lecteur qui n'est pas informé de l'antériorité des travaux ou de ce qui est publié. Ça participe évidemment au gonflement artificiel du nombre de publications des auteurs concernés. C'est une perte de temps, on l'a dit ce matin, pour les évaluateurs. Et puis surtout, point de vue du droit, les droits d'auteur peuvent avoir été transférés. Donc, mon fameux dessin ne m'appartient plus. Très bien. Cependant, donc, on peut justifier la réutilisation d'un certain nombre d'éléments que l'on a déjà publiés d'une façon ou d'une autre. Donc, on l'a dit ce matin, la réutilisation d'une introduction, d'un paragraphe d'état de l'art peut se justifier, à condition certainement de le signaler. Voilà, le paragraphe suivant a déjà été publié dans telle publication. On peut changer de forme. On peut faire une conférence, et puis on peut en faire un article de revue, ça va changer de forme. Tout ça, ça peut se retrouver dans une thèse sous une autre forme. On peut en faire un cours, et puis on peut en faire aussi un média de vulgarisation, sur un blog ou peu importe. On peut aussi amener à republier en changeant de langue, ce qui n'empêche pas de demander les autorisations nécessaires et de le signaler. Et puis la publication préliminaire sur archives ouvertes, donc ça c'est l'objet de débats larges. Mais effectivement, on publie plusieurs fois la même chose. Bien, donc là aussi, il y a une discussion. Qu'est-ce qui relève de l'autoplagiat, qu'est-ce qui n'en relève pas? Ça peut se discuter. Alors après, on a parlé des fraudes scientifiques. Et au niveau international, les 3 types de grandes fraudes scientifiques, le plagiat, la fabrication et la falsification de données, sont mises dans le même sac. D'accord ? D'ailleurs, il y a l'acronyme. Voilà, FFP. C'est mis dans le même sac. Sauf que ce n'est pas du tout la même chose. Donc le plagiat, si on en revient au plagiat, effectivement, ça porte préjudice à la personne plagiée. Ça va abuser la communauté scientifique. Voilà, on se fait passer pour un auteur et puis ce n'est pas de nous. Mais en fait, il n'y a aucune conséquence grave sur les applications. Donc moi, je suis dans le milieu de l'aéronautique. Ce n'est pas parce que je vais plagier quelqu'un d'autre que l'avion que j'ai imaginé ou le moteur d'avion que j'ai imaginé va faire que l'avion va se crasher. Non. En revanche, si on fabrique et si on falsifie des données, à ce moment-là, effectivement, il y a un obstacle au développement des connaissances et les conséquences sont potentiellement très graves si on utilise les résultats issus de ce genre de publication. Donc j'ai mis l'exemple aussi du cas très connu du lien supposé entre le vaccin ROR et l'autisme. Voilà. Bien. Alors, si on passe sur les questions d'évaluation et d'expertise, donc on a un petit peu évoqué aussi auparavant. Donc là aussi, c'est très intéressant d'en discuter. La Charte nationale de déontologie de la recherche dit dans son paragraphe 5, donc en substance, qu'il faut éviter les liens, déclarer ces liens d'intérêt et éviter les conflits d'intérêts lorsqu'on est en position d'évaluateur de dossiers, de papiers, etc.
de projet. Et puis, deuxièmement, il faut s'interdire l'utilisation des données communiquées pendant la procédure d'évaluation. Alors, sur le premier point, qu'est-ce qu'on peut discuter? Imaginons une communauté scientifique petite. Par exemple, si je donne mon exemple, mes recherches actuelles portent sur comment, justement, modéliser de l'éthique dans des agents autonomes. Bien. La communauté est relativement petite. On connaît tous les gens qui font des recherches actuellement dans ce domaine-là. Donc, si je soumets un papier dans ce domaine-là, les relecteurs potentiels, ce sont des gens, soit que je connais directement, avec lesquels même je travaille, soit que je connais parce qu'on se rencontre en conférence. Et voilà. Donc, ce fameux papier, est-ce qu'il faut qu'il soit évalué par ces gens qui sont en lien d'intérêt avec moi, puisqu'ils me connaissent, etc., etc., ou par quelqu'un d'autre qui ne sera pas en lien d'intérêt, mais du coup qui ne sera pas expert du tout, ou moins expert en tout cas. Donc ça, c'est une question intéressante. Dans un cas, l'évaluation sera certainement moins pertinente. Donc finalement, est-ce que mon papier va progresser grâce à cette évaluation-là? Ce n'est pas évident. Voilà. Ou est-ce qu'on laisse évaluer le papier par des experts qui sont en lien d'intérêt, qui vont certainement, il faudrait déclarer ce lien d'intérêt, et puis mesurer le conflit réel d'intérêt. D'accord ? Sachant que lien et conflit d'intérêt, ce n'est pas pareil. Hein. Donc là aussi, c'est quelque chose à réfléchir. Après, le deuxième point de ce chapitre 5, c'est s'interdire l'utilisation des données. Ah, alors là, vaste problème. Par exemple, je suis experte et je relis un projet ANR pour évaluation. Très bien. Donc, je fais ma review, etc. Bon. Et après, qu'est-ce que je fais? Je prends mon cerveau, je vais le laver et je le remets. Ben oui, puisque ce que j'ai lu, d'une façon ou d'une autre, je l'ai lu, mon cerveau l'a enregistré, et puis peut-être de manière tout à fait inconsciente, je vais être amené à utiliser ou récupérer, réinterpréter, peut-être pas les données, mais les idées que j'ai lues. D'accord ? Évidemment. Bien. Alors, encore plus grave, et là c'est un point très très intéressant, il y a certains organismes qui font ce qu'ils appellent les appels à idées. D'accord ? Le CNES par exemple, pour ne pas le nommer, font des appels à idées. Donc les chercheurs vont aller donner leurs idées, tout à fait mises en forme, donc ça devient des œuvres de l'esprit. Et puis après, certaines de ces idées mises en forme vont être retenues et financées, mais parfois pas pour le chercheur qui les a proposées. C'est-à-dire que ça va être retenu et financé pour d'autres équipes. D'accord ? Ou alors ça ne va pas être retenu du tout. Et alors, le document, il finit où? Il est utilisé comment? Voilà, on ne sait pas trop. D'accord ? Donc ça, c'est un vrai problème aussi. Okay. Bien, donc un petit point sur la publication. Alors déjà, largement parlé de la publication. Donc, c'est le jour, c'est l'après-midi des repères. Alors moi, je ne suis qu'à 3 dimensions, mais voilà. Alors, ce qui est intéressant, par exemple, en formation, c'est de demander aux gens pourquoi en un seul mot et pourquoi en 2 mots publiez-vous. Voilà. Et de leur faire dire des choses contradictoires que l'on trouve, ou du moins qui ne vont pas dans le même sens, que j'ai essayé de résumer sur ce schéma-là. Une première chose, et c'est ce qui sort en premier, parce qu'on dit toujours les choses très nobles en premier, c'est faire progresser la connaissance. Bon, très bien. En disant, oui, on diffuse dans la communauté pour que le travail soit reproduit, que ça soit réutilisé. Et là, il faut poser la question, ah bon, ça va être reproduit, réutilisé, vous êtes sûr? Vu le nombre de publications qu'il y a, bon, pas garanti. Bien. Un deuxième axe, c'est l'évaluation par les pairs. Donc, c'est la délégation de l'évaluation à l'extérieur de l'institution. Donc, on fait évaluer le travail. Très bien. Et puis, le troisième axe, évidemment, qui arrive en dernier, parce que les gens considèrent que ce n'est pas très noble, et pourtant, voilà, sans jugement de valeur, c'est une raison comme une autre, c'est effectivement de faire progresser sa carrière. Donc, pour être connu, reconnu, être cité et augmenter ses fameux index biométriques, être recruté, promu.
Et puis, je ne l'ai pas mis là aussi, chez les doctorants, par exemple, en poussant un peu, on dit « Ah oui, pour partir en voyage, conférence ». Oui, ce qui est aussi une raison tout à fait valable. Bien. Bon, avec ce que vient de dire l'orateur précédent, évidemment, toutes les exigences, injonctions, pression sociale, etc. Donc, qui est plutôt entre faire évaluer le travail et progresser sa carrière, et assez peu sur faire progresser la connaissance. Bien, alors, ce projet de publication, quelles questions éthiques on devrait se poser? Première question, est-ce que le sujet est publiable? Oui, parce qu'il y a des sujets qu'il ne vaudrait mieux pas publier. Et ça, c'est une vraie question éthique. Parce que, par exemple, le sujet est sensible en soi. D'accord ? Même si c'est un sujet très théorique, peut-être que ce qu'on peut en faire derrière, c'est pas très sympathique. D'accord ? Bien, donc avoir une réflexion là-dessus. Et savoir prendre la décision de ne pas publier ce genre de sujet. Donc ça se réfléchit en amont, et là, c'est une vraie réflexion éthique. La deuxième question à se poser, c'est, bon, je veux publier, mais finalement, pourquoi et pourquoi ? Donc, quels objectifs je poursuis avec cette envie de publication ? Donc, sur quels axes précédents, là, on se situe? C'est pour répondre à quoi? Faire progresser, se faire évaluer, faire progresser sa carrière. Voilà. Et puis, quelle position on a avec cette publication par rapport à l'intégrité scientifique? Donc, on a évoqué ce matin la question de saucissonnage ou de petits résultats. Voilà. Mais c'est à mettre en balance aussi avec le fait de est-ce que je ne dois pas, là, à ce moment-là, même si j'ai un petit résultat, prendre date? Il y a aussi une autre question, c'est est-ce que le but, c'est d'avoir un papier dans telle grande conférence? Bon, voilà. Ou est-ce que c'est communiquer une réelle contribution? Ce qui n'est pas du tout le même objectif. Est-ce que c'est d'avoir un papier ici, puis encore là, encore là-bas et encore ailleurs, par rapport aux questions d'autoplagiat? D'accord ? Donc voilà, se poser la question, mais pourquoi? Pourquoi on veut publier? Voilà. Après, bien sûr, la question de quels auteurs? Bon, alors là, vaste débat. Donc maintenant, il y a des critères internationaux qui sont repris par la plupart des grands éditeurs. Et puis, on a toujours envie de ce fameux mettre quelqu'un comme auteur. Et la question, c'est, mais pourquoi vous voulez mettre, je mets des guillemets, quelqu'un comme auteur? Sachant qu'un auteur, on ne met pas quelqu'un comme auteur. Être auteur, c'est un état. On l'est ou on ne l'est pas. On ne met pas quelqu'un comme auteur, ça n'a aucun sens. Bien. Alors, on peut se poser la question, pourquoi on veut mettre cette fameuse personne comme auteur? C'est quoi la raison qui est derrière? Après, on rédige la publication, on s'est mis d'accord sur les auteurs, et puis, au fil de la publication, il y a des références. Ah, les références, ça aussi. Quelles références on met dans ce papier? Voilà une question intéressante à se poser. Est-ce que ces références qu'on va mettre, elles sont scientifiquement pertinentes? Ou alors, on va citer son voisin dans l'espoir du fameux retour d'ascenseur? Ou alors, elles sont imposées, les fameuses références que vous imposent certains reviewers, par exemple. Parce que justement, ce sont les leurs. Okay. Donc là, j'ai mis en dessous, j'ai été reviewer récemment pour Elsevier. Voilà ce que Elsevier envoie aux reviewers, en disant, voilà, si vous conseillez une référence à mettre aux auteurs, voilà, vous faites en sorte que ça ne soit pas pour augmenter vos propres index bibliométriques. Alors après, le papier est envoyé, etc. Et donc cette publication, enfin ce papier, va être évalué. Alors là aussi, il se pose tout un tas de questions éthiques. Quel relecteur pour la publication? Alors, l'anonymat ou le double anonymat, vraiment? Dans les communautés où on commence à se connaître, même si le nom de l'auteur n'est pas sur le papier, peut-être que, voilà, en étant suffisamment aguerri dans la communauté, on va savoir d'où ça vient. Et pareil pour les relecteurs. Bon, est-ce que c'est vraiment anonyme? Ça, on peut discuter. Ensuite, et ça a été évoqué ce matin aussi, certaines revues, voire conférences, vous demandent de suggérer des relecteurs.
ou de récuser certains relecteurs. Bien. Donc, là aussi, comment ça marche, ce principe-là? Est-ce que c'est bien pour des raisons scientifiques qu'on va suggérer ou récuser des relecteurs? Est-ce que ces relecteurs, on l'a dit aussi, ont vraiment le temps de faire le travail correctement? Ensuite, la relecture. On peut se poser plein de questions sur la relecture. Est-ce qu'elle fait réellement progresser les auteurs? C'est quand même le but du jeu. Ce n'est pas simplement de rejeter ou accepter un papier, ce qui n'est pas très intéressant en soi. C'est surtout faire progresser à partir de ce qu'ils lisent, faire progresser les auteurs. Donc, est-ce qu'elle est pertinente, scientifiquement, je veux dire? Et puis, une autre question qu'on peut se poser, c'est à qui cette relecture va être diffusée? Simplement aux auteurs et à l'éditeur de la revue? Est-ce qu'elle va être publique? Peut-être pas le verbatim, mais au moins une synthèse. Voilà, là, on peut discuter. Après, il y a la question de la fameuse petite conférence ou la grande conférence ou revue. La fameuse, et d'ailleurs, ça a été évoqué ce matin, j'ai entendu le mot prononcé, la fameuse revue de rang A. Moi, je ne sais pas ce que c'est une revue de rang A. D'accord? Définition de la revue de rang A, moi, je ne connais pas. Bon. Or, ça figure partout. Publié dans une revue de rang A. Bon. Alors, la question qu'on peut se poser, encore une fois, et je pense qu'on l'a dit aussi ce matin, est-ce qu'un bon article, c'était un article publié dans une grande conférence ou revue? On peut se poser la question. Le leurre du facteur d'impact, je ne vais pas revenir dessus. Et puis, le leurre des grandes conférences. Alors, les conférences dites de rang A, par exemple, dans le domaine de l'intelligence artificielle, la grande conférence, c'est l'ISHKAI. Eh bien maintenant, les gens qui ont des papiers acceptés à l'ISHKAI ont en tout et pour tout 10 minutes pour exposer leur papier, il n'y a pas de questions. Retour scientifique, 0. D'accord ? Il vaut bien mieux aller dans un workshop où on est 25 personnes et on va prendre le temps de discuter les choses comme il faut. Voilà. Et après, comment l'institution, au sens large, va considérer les publications ? Donc l'institution du chercheur, est-ce qu'elle va pousser, elle va dire dans des documents, il faut publier dans les revues de rang A, sachant que ce n'est pas défini, hein, mais bon. Voilà. Et puis les instances d'évaluation de la recherche, c'est-à-dire tout ce qui est workshop, machin, donc c'est des petits trucs, ça ne compte pas. Bon. Ensuite, il y a le devenir de l'article. Bon, alors qui paye? Bon, je ne vais pas revenir dessus, hein, voilà, bon, plein de gens qui peuvent payer. Quel contrat de cession des droits? Alors c'est pareil, quand on fait des formations, qu'on fait des petits sondages, la plupart des chercheurs, et pas que les jeunes, ne lisent pas les contrats de cession de droits. Donc ils ne lisent pas ce qu'ils signent. D'accord? Bon. Donc c'est ennuyeux. Et après, ils vont aller mettre l'article version éditeur sur ResearchGate ou autre. Donc de manière, la plupart du temps, illégale. Parce que ce contrat de cession de droit, il faut quand même regarder s'il est acceptable. Et puis acceptable jusqu'à quel point. Voilà. Et il faudrait, dans une bonne réflexion éthique, dire non, là, pour moi, ce n'est pas acceptable, donc non. Et puis se poser la question, finalement, cet article-là, qu'on a eu du mal à écrire, à faire passer, etc., est-ce qu'il va être lu? Dans quelles conditions? Est-ce que l'auteur doit payer, le lecteur doit payer ou pas? Est-ce que c'est ouvert ou pas? Pendant combien de temps? Est-ce que l'article ne va pas disparaître un jour ou l'autre? Est-ce qu'il y a une période d'embargo? Et est-ce que c'est ouvert aux commentaires ou pas? Et puis, s'il y a des corrections à faire, est-ce que c'est possible? Dans quelles conditions? Est-ce qu'on peut rétracter? Comment? Voilà. Tout ça, c'est le genre de questions, en général, les chercheurs ne se les posent pas. Hein, tout le cycle de vie de leur papier. Voilà, ils s'intéressent à la rédaction et puis après... bon. Bien, alors je vais conclure. Donc sur le fait qu'il faudrait promouvoir une réflexion éthique sur l'intégrité scientifique. Donc là, je vous ai donné quelques exemples pour justement pouvoir s'interroger de manière pertinente sur pourquoi il y a des écarts, pourquoi il y a des manquements. Bon, là, c'est pareil, il y a un peu de redite par rapport à ce qui était dit tout à l'heure. La compétition pour les financements, on l'a vu. La multiplication des exigences de production écrite. On n'arrête pas de nous demander des rapports intermédiaires, des notes de synthèse, des rapports, des machins, des trucs.
toujours pour le lendemain. Donc évidemment, on bâcle, on réécrit les mêmes choses, on va trop vite. Bon. Les évaluations, on l'a dit, sont encore très quantitatives. Alors, il y a certes le compter le nombre de publications, mais il y a aussi tout ce qu'on appelle des indicateurs. Et en général, ce qu'on appelle les indicateurs, ce sont des chiffres. Voilà. Donc ça veut dire que le monde entier est projeté sur la droite des réels, ou des antinaturels, peut-être plus simple. Rien en dehors. Et puis souvent, l'intérêt de l'individu, à cause de tout ce contexte, prime sur l'intérêt du collectif. Il y a aussi le fait que nous avons des cultures différentes. De plus en plus, nous avons des étudiants, des doctorants, des collègues qui viennent d'autres pays, d'autres cultures. Et donc, les valeurs ne sont pas rangées de la même façon sur les échelles. Et donc, ça peut amener à réfléchir, pourquoi tu procèdes comme ça, qu'est-ce qui fait que tu procèdes de telle façon et moi, je procède autrement. La question du manque d'exemplarité de certains seniors, voilà, on l'a évoqué aussi, et puis ça peut se transmettre. Et puis on ne l'a pas encore évoqué, je pense, aujourd'hui, le fait que l'intégrité scientifique peut être utilisée comme un outil, voire une arme, pour attiser les conflits de personnes et les tensions dans les équipes. Donc là, en fait, il y a un vernis d'intégrité scientifique, mais en fait, la racine est un problème de management, de conflits de personnes. Alors, est-ce qu'on va vers une évaluation différente? Donc, on l'a un petit peu évoqué. Donc, évidemment, voilà, on est, je pense, tous d'accord ici pour essayer de crier sur tous les toits qu'il faut arrêter de compter et commencer à lire. Et surtout, considérer l'ensemble des productions. Il n'y a pas que les publications. Il y a plein de productions qu'un chercheur fait. Éviter les évaluations inutiles. Bon, finalement, on peut se poser la question... Pourquoi diable on fait des évaluations? C'est quoi finalement qu'il y a derrière? Bon. Et puis surtout, laisser le temps nécessaire. Alors, j'ai mis là trois documents. Bon, la DORA, on l'a déjà évoqué. Un document qu'on évoque moins souvent, mais pourtant qui est sorti en 2017, c'est une déclaration conjointe des 3 académies françaises, britanniques et allemandes sur l'évaluation de la recherche. Voilà, donc ça, c'est un document très intéressant. C'est là, en particulier, qu'on dit « Arrêtez de faire aux chercheurs des rapports d'évaluation énormes qui leur font perdre un temps fou. Quelques pages suffiraient. Et arrêtons de faire des évaluations inutiles. » Voilà, c'est là-dedans. Et puis, le petit paragraphe correspondant à ça, dans l'allocution de la ministre, le 4 juillet 2018, qui elle aussi dit nous devons aussi abandonner les excès d'évaluation quantitative où le facteur d'impact règne en maître pour développer une approche beaucoup plus qualitative. Voilà, c'était la fin, le mot de la fin. Donc, nous remercions bien vivement Catherine Tessier pour cette très intéressante collaboration. Et y a-t-il donc des questions dans la salle? Il y a certainement des questions dans la salle. Bonjour, Pascal Aventurier, IRD. Quand vous parlez de l'individuel par rapport au collectif, moi, ce n'est pas tout à fait ce que je vois dans les équipes de recherche. Alors, ça dépend peut-être des disciplines, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même des collectifs qui créent des projets ensemble, qui créent des plateformes, des projets, et des outils qui publient ensemble. Peut-être que justement, le fait d'avoir un premier auteur, ça les gêne plutôt qu'autre chose, donc ils ont envie de publier sous un nom collectif. Et j'ai l'impression qu'il y a une approche beaucoup plus collective que ce que vous disiez, et là, je ne l'ai pas vu apparaître. Et ça me dérange un peu, cet aspect collectif de la recherche qui me semble important.
C'est aussi à l'institution, je pense, de s'emparer de ces questions, de réfléchir à sa propre éthique et de regarder ce qui, dans ses propres pratiques, même des petites choses, va faire que voilà, les choses vont un peu dévier. Voilà. Oui, Delphine Vidard, direction de la recherche fondamentale du CEA. On dit souvent que l'évaluation, c'est le lapsus, que quand même beaucoup de choses sont entre les mains des chercheurs, d'une part, parce que ce sont eux aussi, in fine, qui siègent dans les comités d'évaluation ou qui font les évaluations des projets, etc. Donc là aussi, il y a des pratiques. Mais je voudrais souligner, parce que quand on le vit au quotidien, il y a aussi un facteur qui est l'accumulation des évaluations et les facteurs de temps. C'est-à-dire que c'est très facile d'utiliser des indicateurs simplifiés et quand on est complètement noyé dans les évaluations et qu'on n'a plus de vie de famille parce qu'on y passe ses week-ends, c'est tellement facile d'utiliser ces indicateurs. Sans parler aussi du fait que quand on parle aux institutions, comme ils n'y comprennent rien et que ce n'est pas eux qui vont lire les papiers, pour évaluer la recherche, parce que c'est quand même eux qui tiennent à certains moments les cordons de la bourse ou les décisions, il faut arriver à leur communiquer quelques informations et leur faire croire, enfin, ou leur prouver, ça dépend, la valeur et l'excellence de la recherche en question. Donc, quels sont les outils qu'on peut avoir dans ces deux cas de figure ? Justement, l'outil, je crois que c'est le temps. C'est ce que vous avez dit. D'ailleurs, c'est marqué sur ma planche. Et ce n'est pas moi qui l'invente. C'est la déclaration des 3 académies. Là. Vraiment, laisser le temps. C'est-à-dire, si on veut évaluer correctement, il faut que l'institution, l'évaluateur, ait le temps de le faire. Donc, il faut donner... Il n'y a pas de recette miracle. L'outil, c'est le temps. Et évidemment, la compétence. C'est-à-dire que pour lire un papier scientifique, il faut pouvoir avoir les compétences pour pouvoir le comprendre. Et donc, ce n'est pas n'importe qui peut le faire. Compter, n'importe qui peut le faire. Nous avons encore le temps pour... Oui, vous voulez poursuivre ? Oui, je vous en prie. J'ai dit, prendre le temps, c'est un vœu pieux, parce que quand on voit ce qu'est la réalité... D'accord, c'est un vœu pieux, mais bon, voilà. Il faut aussi parfois sortir des vœux pieux pour que les gens essayent de prendre conscience des choses. Mais bon. Une autre question. Oui. J'ai apprécié la présentation. Je voulais faire une remarque sur le modèle en 3D là, donc, que vous avez mentionné. Moi, je dirais aussi bien faire son travail. On peut simplement bien aimer faire son travail dans tous les champs de métiers impliqués, qui sont d'ailleurs pas seulement ceux du chercheur. Il y a plein d'accompagnants, il y a, aussi en tant qu'évaluateur, dans toutes ces fonctions. Donc déjà, ça peut être une motivation. Ensuite, il y a quelque chose qu'on appelle, qui rejoindra le terme écosystème, qui est un écosystème qui n'est pas seulement pour moi autenté, mais qui est un écosystème hérité. Enfin, il y a un héritage, donc ça parle de la notion de transmission. On a reçu des choses, on s'est formé avec ces choses qu'on a reçues. On est dans un bain et il y a une richesse. C'est quelque chose qui a une valeur qu'on construit collectivement, pas seulement autenté, mais à travers le temps, à travers le passé. Et on peut estimer qu'on apporte quelque chose qui a une valeur relative, on est une brique, mais qu'il y a un ensemble et que ça a un sens. Donc là, je rejoindrai la remarque qui a été faite par la personne sur la dimension injustice quand on est confronté à certaines mauvaises pratiques. Et c'est quelque chose d'important parce qu'on peut avoir cette conception qu'on construit quelque chose et qu'il y a une responsabilité qu'elle n'est pas portée par une personne, elle est portée par un ensemble, elle est portée par un collectif d'individus, mais elle est aussi portée par des charpentes qui doivent être données, dont le ton doit être donné par les institutions. Quand vous parlez du temps et que j'entends la réponse pression, je pense aux slides de l'orateur précédent qui ont dit qu'il y a une pression sociale et les gens sont submergés en fait. Donc il y a ceux qui vont essayer de combattre le courant qui les entraîne vers des choses qui ne sont pas bien, qui vont dire, moi c'est ce que je dis en tant que référé, j'ai pas le temps ou je vais prendre le temps. Il n'est pas question que je fasse ça en ce temps-là parce que je veux faire le travail sérieusement et que lire un papier, quand vous avez dit aussi, est-ce qu'on invite les auteurs à progresser ? Je l'ai fait dans le passé, je continue à le faire dans certains cas, mais j'estime aussi des fois qu'on est presque mis dans la situation en tant que chercheur évaluateur, je parle du peer review là, d'écrire le papier à la place des gens. Enfin, je veux dire, on voit des absurdités, des choses qui sont, on se dit, mais là, désolé, mais il y a une limite.
il y a une limite au n'importe quoi. Donc, quand on parle aussi de choses, quand vous parlez de cas par cas, je suis très sensible à ça, je suis complètement d'accord. Mais il y a des choses sur lesquelles on peut s'entendre qui sont des lignes rouges. Alors, bien sûr, elles sont dépendantes de la culture, elles sont dépendantes de la formation qu'on a reçue, d'un certain nombre de valeurs qui viennent pas forcément, qui viennent aussi du milieu dont on est issu. Mais c'est important. Et là-dedans, il y a un mot auquel j'ai été très sensible aussi dans votre discours, aussi dans le discours précédent, c'est le mot diversité. Vous avez parlé des choses spécialisées, du danger qu'il y a à avoir des mondes trop petits, mais ça passe aussi par avoir un système qui intègre plus de diversité sociale, etc. Et donc, c'est un ensemble, voilà. Mais je veux dire, il y a des réponses à différents niveaux, et des fois, on fait porter ça aux chercheurs, alors qu'il y a des dimensions qui sont des directions, vous en avez parlé, et ces questions de stratégie aussi, c'est important, en fait. Voilà. Je voudrais juste rebondir sur votre propos sur on hérite d'un passé, etc. On s'inscrit dans un contexte et la science se construit comme ça d'ailleurs par petits incréments. En matière d'intégrité scientifique, il faut faire attention. Il y a une expression très, très dangereuse et on entend souvent ça. On a toujours fait comme ça, qui est hérité du passé. Le fameux « on a toujours fait comme ça, donc on va continuer ». Donc là, voilà. Donc le passé, oui, mais il faut faire attention aussi aux pratiques parce qu'il y en a certaines qui sont pas bonnes, mais on continue parce qu'on a toujours fait comme ça. Oui, oui. Non, mais tout à fait. Mais ça fait partie du passé, malheureusement. Voilà. Oui, ça me fait repenser au fossé que j'ai décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire entre les doctorants d'une part et les émérites d'autre part. Et entre les deux, il y a les cadras et les quinquas qui vont vous dire oui, on sait bien, mais on n'y peut rien, c'est comme ça. Oui, enfin, quelquefois, c'est quand même